Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette seconde vidéo, je vous propose d'attaquer les nombres complexes et l'algèbre. Donc ici, pour les nombres complexes, on avait défini un nombre z qu'on pouvait écrire sous deux formes différentes. Je pouvais soit dire que z c'est égal à a plus ib, soit dire que z c'est égal à r cos θ plus i sin θ. Alors attention, c'est quoi a et b ici? A et b, ce sont des coordonnées cartésiennes. Donc en fait, ce sont les longueurs que j'ai ici. Donc la longueur ici, sur l'axe des réels, c'est A. Et B, c'est la partie sur l'axe des imaginaires. Donc A, c'est ce qu'on va appeler la partie réelle, et B, c'est ce qu'on va appeler la partie imaginaire. Attention que la partie imaginaire, ce n'est pas I fois B, c'est juste B. Alors maintenant, je dois faire ici la forme polaire. Pour la forme polaire, c'est R cos θ plus I sin θ. Donc ça se démontre très facilement ici avec la trigonométrie d'ailleurs. Si vous tracez ici un triangle rectangle, vous voyez bien que A, en fait c'est R cos θ, et que B c'est R sin θ. Donc en fait, en passant par la trigonométrie, je tombe ici sur une autre forme de mon nombre complexe, que je peux réécrire différemment grâce à ce qu'on avait appelé la formule de Euler. Euler, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que EIθ, c'est égal à cos θ plus I sin θ. Alors à l'examen, j'accepte la notation CIS, donc pour cos θ plus I sin θ. Donc en fait, la partie ici qui est dans la parenthèse peut se réécrire comme étant EIθ. Donc la forme générale de mon équation polaire, elle est en haut, mais je peux la réexprimer, et on va appeler ça la forme exponentielle, et en disant que Z, c'est égal à R EIθ. Donc voilà, donc ça, c'est donc premier exo de l'examen, définir un nombre complexe sous ces deux formes. Alors ensuite, on avait défini la notion de conjugué. Alors le conjugué, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre complexe qui va être symétrique par rapport à l'axe des réels. Du coup, mon conjugué, je peux l'écrire sous deux formes. Je peux dire que mon conjugué, en fait, si z c'est x plus y, mon conjugué sera x moins y, d'accord? Alors pourquoi? Parce que ici, ma partie réelle est positive, ma partie réelle elle est la même. Par contre, ma partie imaginaire, dans un cas, elle est positive, et dans l'autre cas, elle est négative. Donc je vais bien avoir un moins y. Mais je peux aussi l'exprimer en coordonnées polaires, en disant que mon z, c'est r EIθ, et que mon z bar, donc bar pour conjuguer, ça va être r e moins iθ. Donc ça, ce sont les deux formes du conjugué. Alors il y a une propriété fondamentale à connaître, c'est que z multiplié par z bar, ça fait le module de z au carré. Alors d'où venait la règle ici? Je l'ai démontré là. Si je fais z fois z bar, je vais avoir un produit remarquable. Vu que j'ai a plus b fois a moins b, ça me fait a carré moins b carré. Donc ici, mon carré, je peux le distribuer. Donc mon carré, je vais avoir i au carré et b carré. Or, je sais que i carré est égal à moins 1. Du coup, j'obtiens a carré plus b carré. Et ça, c'est bien la norme de z au carré. Alors ça, c'est une propriété qui est fondamentale. Et alors, imaginons un QCM à l'examen, où vous avez ceci. Vous avez en fait ici un nombre z et un nombre z bar, du coup. Et je vous demande de placer sur le graphique, ici, de placer en fait le produit des deux. Alors le produit des deux, c'est quoi? C'est la norme de z au carré. Donc je sais sans réfléchir que c'est un nombre qui est positif. Donc ici, la norme, c'est R. Imaginons que la norme ici vaut 2. Je me place ici sur les positifs, et je place ici en 4. Donc sans réfléchir, je sais que z fois z bar, ce sera 2 au carré, donc 4. Donc même si mes nombres complexes sont de l'autre côté de l'axe, en fait, je vais quand même avoir qu'il va se retrouver à droite. Par la suite, on avait défini les 4 opérations fondamentales. Donc il faut refaire toute l'algèbre qu'on a fait en secondaire, mais avec des nombres complexes. Donc on va commencer avec l'addition. Je vais tout simplement avoir ici, pour additionner, soit j'additionne les formes trigonométriques, soit les formes cartésiennes. Ici, bien évidemment, la forme cartésienne est beaucoup plus simple. Donc ici, je vais tout simplement regrouper la partie réelle ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc pour la soustraction, ce sera exactement la même chose, sauf que vous mettez un moins. Là où ça va devenir intéressant, ce sera pour le produit et pour la division. Alors le produit, je peux le faire sous les deux formes au final. Si je le fais sous la forme cartésienne, en fait, je vais obtenir un résultat.
Ce résultat, il est correct, mais malheureusement, il est difficile à interpréter. En fait, c'est beaucoup plus facile à voir si on le fait sous la forme trigonométrique. Parce que là, du coup, en vertu des propriétés des exponentielles, je me rends compte que lorsque je vais multiplier les exponentielles, les angles vont se sommer. Donc en fait, géométriquement parlant, multiplier deux nombres complexes, ça revient à multiplier leurs rayons, pour commencer, et surtout à additionner leurs angles. Donc du coup, faisons un schéma rapidement pour mieux le visualiser. Ça veut dire que pour multiplier les nombres z1 et z2, donc d'abord je calcule la multiplication des modules, et je dois juste additionner leurs angles, et boum, je tombe sur ma réponse. Donc, et pour la division, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez une soustraction, et pas une addition. Donc ça, c'était pour les 4 opérations fondamentales. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin et continuer un petit peu dans l'algèbre. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer la puissance d'un nombre complexe? En fait, c'est pas compliqué. Le plus simple pour le voir, en réalité, c'est de prendre la forme exponentielle. Je sais que z, c'est REIθ. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends z à la puissance n? Si je fais à la puissance n, en vertu des propriétés de l'exponentielle, le n va rentrer dans la parenthèse. Donc je vais avoir REInθ. Et qu'est-ce qu'on a dit avec la formule de Euler? Formule de Euler, EIθ, c'est égal à cos θ plus I sin θ. Et donc du coup, je tombe sur un théorème hyper important qu'on appelle le théorème de Moivre. Et ce théorème, il est extrêmement puissant parce que ça veut dire que pour calculer ce nombre complexe à la puissance n, il suffit de faire rentrer n dans la parenthèse. Donc votre exposant devient une bête multiplication. Donc ce théorème, il est extrêmement puissant. Donc ça, c'était pour calculer la puissance. Alors bien évidemment, maintenant, je peux m'amuser aussi à calculer les racines. Et pour calculer les racines, le raisonnement est tout à fait analogue, étant donné qu'une racine, ce n'est rien d'autre qu'un exposant fractionnaire. D'accord? Donc z à la racine n-ième, ça revient à dire z à la puissance 1 sur n. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je pouvais faire rentrer ici mon divisé par n dans la parenthèse. Donc formule de Moivre, je vais me retrouver ici avec divisé par n divisé par n. Le truc, c'est que, attention, il y a un théorème hyper important qui vous dit que les racines n-ièmes d'un nombre complexe sont inscrites dans un polygone à n côtés. Donc ça veut dire que si je fais la racine cubique, donc la racine cubique, donc c'est 3, je dois avoir un triangle. Si je calcule la racine quatrième, je dois avoir un carré, etc. Donc comment est-ce que je vais faire ici pour générer toutes mes solutions? Je vais devoir ici additionner θ avec plus 2 capi. Et chaque fois que je vais prendre k qui vaut un chiffre, en fait, je vais générer une racine. Donc prenons un exemple. Imaginons que je dois calculer la racine cubique, donc la racine troisième. Je sais qu'elle forme un polygone régulier à n côtés, donc autrement dit, un triangle équilatéral. Et en fait, comment je fais pour générer mes points? Je sais que celui-ci sera Z0, celui-ci Z1, celui-ci Z2. Et si je continue à tourner, donc en fait, ici, je vais avoir ici Z3, je vais retomber sur mon Z0, etc., etc., etc. Alors, fun fact, si je fais K qui est négatif, au lieu de tourner dans un sens, je vais tourner tout simplement dans l'autre sens. Mais je vais retomber sur exactement les mêmes points. Donc ça, c'était pour la racine d'un nombre complexe. On peut passer maintenant au chapitre d'après, qui est la factorisation, donc l'algèbre. Donc c'est un peu particulier ici, c'est qu'en secondaire, on a vu les produits remarquables dans un sens, et ici, au cours, en fait, on s'est amusé à, donc au lieu de développer, donc au lieu de partir ici du carré parfait et de le développer, en fait, ce qu'on va faire, nous, en cours, c'est factoriser. On va factoriser, donc on va partir ici d'une somme, et on va la transformer en produit. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, typiquement, c'est pour résoudre des équations. Parce que je sais que si a fois b est égal à 0, c'est que a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc ici, je vous ai pris un exemple au hasard. Donc imaginons qu'on a une fonction polynomiale f de x qui est égale à 9 moins x carré, et que je vous demande de trouver ici ses racines. Alors comment est-ce qu'on fait? On reconnaît ici que c'est un produit remarquable, donc on va prendre de la droite vers la gauche. Donc on va passer de a carré moins b carré à a plus b fois a moins b. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir une multiplication ici? L'intérêt de la multiplication, c'est que si a fois b est égal à 0, a est égal à 0 ou b est égal à 0.
Et donc ça me permet de trouver directement les racines. Alors, ça, c'est le cas pour factoriser si on a un produit remarquable. D'ailleurs, c'est très pratique pour les coniques, comme on le verra plus tard. Imaginez maintenant que, en fait, j'ai pas un cas remarquable, j'ai un cas vraiment général. Alors, comment est-ce que je vais faire pour factoriser de manière générale? En fait, je vais utiliser le fait que la somme des racines est égale à moins b sur a, et le produit des racines est égal à c sur a. Alors, conseil, arrangez-vous toujours pour que a soit égal à 1. Donc, imaginons que a est égal à 2, vous divisez toute votre équation par 2, pour que a, justement, il vale 1. Parce que si a est égal à 1, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et alors, attention, je l'écris en rouge. Quand vous allez factoriser, donc grâce au produit des racines et à la somme des racines, vous trouvez x1 et x2. Donc x1 et x2, vous allez les mettre là. Attention que devant, il faut bien mettre le a. Ça, au TP, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et attention que ce a là, en fait, ça peut tout fausser. Donc attention, c'est pour ça que je vous dis, mettez bien a qui est égal à 1. Comme ça, vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de ne pas vous tromper. Alors du coup, ici, je vous ai préparé un petit exemple. Donc, il faut factoriser x carré moins 8x plus 15. Alors, faisons-le rapidement. Donc, le secret ici, c'est de toujours commencer par la multiplication. Parce que la multiplication, elle va vous donner du coup des couples candidats. Donc, vous écrivez ici toutes les combinaisons, telles que si j'ai multiplié entre elles, ça me fait 15. Là, il y en a 4, 1 et 15, moins 1, moins 15, 3, 5 et moins 3, c'est moins 5. Et pour savoir laquelle des 4 vous prenez, en fait, vous vous servez de l'équation avec la somme. x1 plus x2 est égal à moins b sur a, c'est-à-dire est égal à 8. Lequel des 4 couples va me donner ici mon b la somme est égale à 8, ce sera celui-ci. Donc autrement dit, mon polynôme factorisé, ce sera x moins 3 fois x moins 5. Et si la deuxième partie, c'est de trouver les racines, vous mettez égal à 0. Et vu que vous l'avez factorisé, vous dites que x moins 3 est égal à 0 ou x moins 5 est égal à 0. Autrement dit, x est égal à 3 et à 5. D'accord? Donc, après, ici, c'est particulier parce que les racines, vous les avez déjà. Donc, en fait, ici, vous n'avez pas besoin de ça pour... vous n'avez pas besoin de faire la dernière partie que je viens de faire pour les trouver. D'accord? Mais donc, voilà, on pourra imaginer plusieurs applications, notamment dans les coniques. Mais donc, voilà, ici, on se sert du produit pour trouver tous les couples candidats et on sélectionne le bon couple grâce à la somme. Alors on continue l'algèbre, mais cette fois-ci on va faire des équations en 3 dimensions. Donc ici, je vous rappelle juste pour les équations de plan que A, B et C, ce sont les composants du vecteur normal. Et ça c'est super important. C'est super important parce que ça veut dire que si deux plans ont le même A, B et C, ou en tout cas qu'ils ont des A, B et C qui sont proportionnels, ça veut dire que mes deux plans sont parallèles. Donc maintenant, mettez la vidéo sur pause et écrivez-moi l'équation de deux plans parallèles non confondus. Donc voilà, mettez vraiment la vidéo sur pause et faites l'effort ici de me trouver l'équation de deux plans qui sont parallèles et qui sont non confondus. Ici, je me suis tout simplement amusé à tout multiplier par 2. Donc, hop, là, j'ai mon vecteur normal qui a pour composante 1, 1, 1. Celui-ci, son vecteur normal a pour composante 2, 2, 2. Mes deux plans sont bien parallèles. Et pourquoi ils sont non confondus? Parce que si ici j'avais mis un 2, attention, vu que c'est la même équation au final, j'aurais eu le même plan. Donc ici, j'ai bien mis quelque chose qui était différent de 2 pour être sûr que la hauteur sera différente. Mon D, il faut le voir un petit peu, entre guillemets, comme l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est pas vraiment l'ordonnée à l'origine, hein. C'est l'ordonnée à l'origine à un facteur près. Mais en gros, c'est un coefficient qui vous dit la position de votre plan dans l'espace. Et du coup, ici, on a vu que lorsqu'on avait l'équation, donc 3 équations à 3 inconnus, il y avait 8 cas possibles en termes de solution. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est à nouveau, faites l'exercice, mettez la vidéo en pause et essayez d'écrire, pour les plans les plus classiques, donc l'équation d'un système de 3 équations à 3 inconnus, telle que la solution serait représentée par un des plans ici. Alors, lesquels je vous conseille de faire? Ceux que je viens de marquer avec un rond. Donc ça, c'est ceux que vous devez être capable de vous-même créer à l'examen. Donc à l'examen, je peux vous demander, pour chacun des 5 plans ici que j'ai mis en rond,
de m'écrire les équations d'un système, voilà, dont la solution serait représentée ici à l'image. Donc mettez la vidéo sur pause et écrivez-moi du coup 5 systèmes. Alors ici, pour mon premier, j'ai deux plans qui sont confondus. Si deux plans sont confondus, ça veut dire grosso modo qu'ils ont la même équation à un facteur près. Donc j'ai pris l'équation numéro 1 et j'ai tout multiplié par 2. Et donc fondamentalement, c'est le même plan. Et alors je me suis arrangé pour que le troisième, il soit séquent. Alors pourquoi le troisième est séquent? Parce que son vecteur normal, donc 1, 2, 3, n'est pas proportionnel aux deux autres. Donc je sais bien que le plan numéro 1 ici, sur l'image, n'est pas, donc il est séquent avec les autres, il n'est pas confondu. Alors pour le deuxième ici, on me demande de faire un plan, donc un système tel que la solution soit un plan. Ça veut dire grosso modo que je dois avoir 3 fois la même équation. Alors si j'ai 3 fois la même équation, ça veut dire que je peux tout simplement prendre ma première équation, la multiplier une fois par 2 et une fois par 3. Et donc grosso modo, j'ai 3 fois la même équation à un facteur près. Alors celui-ci, donc le premier ici en bas, il ressemble très fortement. Sauf que, en fait, mes trois plans, ils sont certes parallèles, mais ils ne sont pas confondus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier l'équation que j'avais pour mon plan rouge, sauf que je vais m'arranger pour qu'il soit non confondu. Donc sur quoi est-ce que je vais jouer? Je vais jouer tout simplement sur mon facteur D. Je vais mettre des chiffres qui n'ont rien à voir, donc je ne mets plus 1, 2 et 3, je mets 1, 1000 et 101 par exemple. Donc je vais bien avoir des plans qui sont parallèles parce que leurs vecteurs normaux sont proportionnels entre eux, mais ils seront non confondus. Même logique pour celui ici, donc le deuxième à droite, le deuxième en bas. J'ai deux plans qui sont confondus, donc en fait, je vais faire la même stratégie que celui qui était en haut, le tout premier. Je vais recopier deux fois la même équation, à un facteur près. Et c'est juste que ici, je veux un troisième qui soit parallèle. Donc je vais aussi avoir un vecteur qui va être proportionnel, sauf que vu qu'il est non confondu, je mets un D qui n'a rien à voir. Et alors le dernier, je vous laisse vérifier, c'est exactement le même principe. J'ai deux plans qui doivent être parallèles, donc leurs vecteurs normaux doivent être proportionnels. Ils sont non confondus, donc ça veut dire que je dois changer mon D. Et le troisième doit être séquent, donc je dois changer ici le vecteur normal. Alors de manière plus pragmatique, comment est-ce que je vais rencontrer ça en sciences d'exo? Lorsque j'ai ici une solution un système qui est déterminé, donc un système à solution unique, je vais avoir mon fameux triangle qui est lié à la méthode de Gauss, qui me permet de trouver du coup un point d'intersection x, y, z. Alors les deux situations après, c'est ce qu'on va appeler un système simplement indéterminé. D'accord? Simplement indéterminé parce que j'ai une ligne de 0 et que ma solution du coup c'est une droite. Lorsque je vais avoir un plan, ça va être un système qu'on va appeler doublement indéterminé. Alors comment je le reconnais? Je le reconnais parce que ici ma solution, ça va être ici, quand je vais faire ma matrice, je vais avoir deux lignes de 0 et ma solution du coup c'est un plan. D'accord? Donc système simplement indéterminé, c'est une droite, doublement indéterminé, c'est un plan. Et toutes les autres situations, ce sont des situations où j'ai un truc qui est impossible. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont impossibles, parce que ici, j'ai que des 0 à gauche, et j'ai 1 à droite. Or, vu que 0, jusqu'à preuve du contraire, est différent de 1, du coup, mon système est impossible. D'accord? Donc système déterminé, simplement indéterminé, doublement indéterminé et impossible. Alors, si vous voulez plus de détails maintenant sur la méthode de Gauss, je vous conseille de revoir la vidéo TP sur les systèmes.